Je suis folle de toi, dit la maîtresse de la plantation à l'esclave qu'elle venait d'acheter. Mais en cette nuit pluvieuse de 1840, sur l'île Bourbon, tout changea. Un secret qui pourrait coûter l'âme des deux. Bienvenue dans Histoire pour ne pas oublier. Ce secret est maintenant le vôtre. Dites-nous de quel coin du monde vous devenez notre gardien. Et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui s'est passé. Le silence de l'habitation Beaumont n'était pas un silence de paix. C'était le silence d'une maison qui ne respirait plus, d'une femme qui ne vivait plus. Les volets étaient fermés contre la chaleur du jour, mais ils emprisonnaient aussi la solitude. L'air sentait la cire d'abeille et le bois ancien, poli jusqu'à briller comme un cercueil. Dans le salon principal, l'horloge faisait tic-tac, chaque seconde tombant comme une pierre dans un puits sans fond. Madame Éléonore de Beaumont se tenait près de la fenêtre, les mains croisées sur sa robe noire de veuve. 3 ans depuis que son mari était parti, emportant avec lui toute couleur, tout son, toute vie. Elle ne pleurait plus, elle ne ressentait plus rien, ni joie, ni chagrin, ni colère. Seulement ce vide lourd qui pesait sur sa poitrine comme une pierre tombale. Dehors, le ciel se préparait. L'air était électrique, chargé d'ozone et de menaces. Les nuages s'amoncelaient au-dessus du piton de la fournaise, le volcan endormi qui dominait l'île comme un dieu silencieux. Les esclaves dans les champs de canne levaient des yeux, inquiets. Le vent commençait à gémir entre les cannes, faisant claquer les feuilles comme des fouets. Puis vint le tonnerre, sourd, lointain, puis plus proche. La tempête tropicale s'abattit sur l'habitation Beaumont avec la violence d'un jugement divin. La pluie frappait les toits de tuiles rouges, noyant les cris des animaux dans les enclos. L'eau coulait en rivière boueuse entre les cases des esclaves, transformant la terre rouge en une boue épaisse qui collait aux pieds et aux âmes. Éléonore ouvrit légèrement le volet. La pluie entrait, éclaboussant son visage, mais elle ne reculait pas. Elle regardait. Dans la cour, entre le déluge et les éclairs, une silhouette se tenait immobile. Un homme. Le nouvel esclave acheté la semaine précédente au marché de Saint-Paul. Mathieu, disait le document de propriété. Juste Mathieu. Pas de nom de famille. Les esclaves n'en avaient pas. Il était debout sous la pluie battante, les bras le long du corps, le visage levé vers le ciel. L'eau ruisselait sur sa peau comme une bénédiction ou une malédiction. Ses muscles étaient tendus, son dos droit, il ne courait pas vers l'abri, il ne se pliait pas sous l'orage, il se tenait là, digne, comme s'il défiait les éléments eux-mêmes. Quelque chose bougea dans la poitrine d'Éléonore, une chose ancienne, enfouie, dangereuse. Un frémissement qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Peut-être était-ce de la pitié, peut-être de la culpabilité, ou peut-être quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Elle ouvrit la porte principale. Le vent s'engouffra dans la maison, faisant claquer les rideaux et renversant un vase sur la console. La pluie martelait le perron de bois. « Entre », dit-elle. Sa voix fut avalée par le tonnerre. Mathieu ne bougea pas. Il la regardait, les yeux brillants sous l'eau. Éléonore sentit son cœur battre plus fort. Elle répéta, plus fort cette fois, la voix étrangement ferme, « J'ordonne que tu entres ». Il hésita. Pas par peur, mais par incompréhension. Les esclaves n'entraient jamais dans la maison principale. C'était une règle absolue, gravée dans le code noir et dans les âmes de l'île. Mais elle était la maîtresse, et il était la propriété. Il avança. Chaque pas laissait une empreinte de boue sur les planches polies. L'eau dégoulinait de ses vêtements trempés, formant une mare sombre autour de lui. Il s'arrêta au seuil, baissant les yeux. Mais Éléonore avait déjà vu ce qu'elle ne devait pas voir. La courbe de ses épaules, la force contenue dans son corps, la fierté dans sa posture, malgré les chaînes invisibles. « Tu es blessé, dit-elle, regardant le sang mêlé à l'eau sur son bras gauche. » Il ne répondit pas. Les esclaves ne parlaient pas sans permission. « Va dans la pièce du fond. Il y a une bassine. Lave-toi. » Il ne bougeait toujours pas. Elle s'approcha, le cœur battant à ses oreilles, plus fort que la pluie, plus fort que le tonnerre. « Quitte tout, » murmura-t-elle. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir.
Elle ne savait pas si elle parlait avec la voix d'une maîtresse ou avec l'âme d'une femme, mais ils étaient sortis, et dans l'air lourd de la maison, entre le feu de la cheminée et le froid de la tempête, quelque chose d'invisible venait de se briser pour toujours. Le bruit de l'eau tombant dans la bassine était un chant qui la brûlait de l'intérieur. Éléonore se tenait de l'autre côté de la porte fermée, les mains pressées contre le bois lisse, le souffle court. Elle ne devait pas écouter, elle ne devait pas imaginer, mais elle le faisait. Chaque goutte d'eau qui glissait sur la peau de cet homme résonnait dans sa tête comme un reproche ou une prière. Elle ferma les yeux. Depuis 3 ans, elle n'avait rien ressenti, ni joie, ni peine, ni désir. Juste ce silence de morte vivante qui l'étouffait chaque jour un peu plus. Et maintenant, pour la première fois depuis l'enterrement de son mari, elle sentait quelque chose, une chaleur insupportable, une honte brûlante et un frémissement qu'elle ne pouvait ni nommer ni arrêter. Elle recula, tremblante, et retourna dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. La pluie continuait à battre les fenêtres. Elle se servit un verre de rhum, espérant noyer ce qui venait de s'éveiller en elle, mais ses mains tremblaient trop. Le verre claqua contre la table, puis elle entendit des pas, lents, mesurés, lourds. Il revenait. Mathieu apparut dans l'embrasure de la porte. Il était enveloppé dans un drap de lin blanc qu'elle avait laissé pour lui. La vapeur de l'eau chaude s'échappait encore de sa peau. La lumière dorée du feu jouait sur ses épaules, sur les gouttes d'eau qui perlaient encore à son cou. Ses yeux, sombres et profonds, croisèrent les siens pour une fraction de seconde. Puis, il baissa la tête. « Madame », dit-il d'une voix grave, presque rauque. Éléonore ne répondit pas tout de suite. Elle ne pouvait pas. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle détourna les yeux, feignant de s'occuper du feu, mais ses mains tremblaient toujours. « Tu peux partir », murmura-t-elle enfin. Il sortit dans la pluie qui diminuait. Éléonore resta seule, le cœur battant, se demandant ce qu'elle venait de faire et surtout pourquoi elle voulait déjà recommencer. Les jours suivants passèrent dans une tension silencieuse. Elle le voyait de loin, travaillant dans les champs ou près des écuries. Elle remarquait chaque détail, la façon dont il bougeait, la manière dont il évitait son regard, la dignité qu'il portait malgré les chaînes. Un soir, elle le vit près du puits, lavant sa plaie au bras. La blessure était ouverte, rouge, douloureuse. Sans réfléchir, elle descendit. Pieds nus sur la terre encore chaude du jour, elle marcha vers lui. Les serviteurs dans les cases la regardaient, choqués. Mathieu leva les yeux, surpris. « Laisse-moi voir, dit-elle. » Il recula. « Ce n'est rien, madame. Je n'ai pas demandé ton avis. » Elle s'approcha, prit son bras. Sa peau était chaude sous ses doigts. Il tressaillit, mais ne bougea pas. Elle nettoya la plaie avec un linge propre, appliqua un baume. Pendant tout ce temps, aucun des deux ne parla. Mais dans ce silence, quelque chose d'immense se jouait. C'était le premier toucher, le premier acte qui n'était ni celui d'une maîtresse, ni celui d'un propriétaire, mais celui d'une femme qui voyait un homme. Puis vinrent les nuits. La première fois, elle l'appela sous un prétexte futile, déplacer une armoire lourde. Il obéit, bien sûr. Mais quand le travail fut terminé, elle ne le renvoya pas. Elle lui offrit de l'eau, puis elle lui parla. De petites choses, d'abord. De la tempête, du climat de l'île. Puis, sans savoir comment, elle parla de la solitude, de la maison vide, de la vie qui s'était arrêtée avec la mort de son mari. Mathieu écoutait. Il ne parlait pas. Mais son silence n'était pas vide, c'était un silence attentif, présent, vivant. Éléonore réalisa qu'elle n'avait plus parlé ainsi depuis des années. Pas même à son mari qui la traitait comme un meuble de prix. La nuit suivante, elle l'appela encore. Cette fois, il vint sans qu'elle ait besoin de donner une raison. Ils s'assirent dans la cuisine, éclairés par une seule bougie. Elle lui demanda d'où il venait. Il répondit, la voix basse, prudente, de Madagascar, arraché à sa famille à l'âge de 12 ans, vendu 3 fois, battu plus souvent encore. « Tu sais lire ?» demanda-t-elle, surprise de sa propre audace. Il hésita, puis hocha la tête. « Oui, madame. Un missionnaire m'a appris, en secret.
C'était dangereux. Un esclave qui savait lire était un esclave dangereux. Mais pour Éléonore, c'était autre chose. C'était la preuve que cet homme avait une âme, une intelligence, une humanité que le monde refusait de voir. Chaque nuit après cela, il revenait. Parfois, il parlait. Parfois, il restait simplement assis dans le silence partagé. Éléonore se sentait revivre. Matthieu, pour la première fois depuis des années, se sentait humain. Il ne valait pas rien, il existait. Aux yeux de cette femme, il n'était pas une chose, il était un homme. Mais dehors, dans les cases, dans le bourg de Saint-Paul, les langues commençaient à se délier, les serviteurs voyaient, les rumeurs germaient comme des mauvaises herbes dans la boue tropicale, et bientôt l'île entière saurait ce qui se passait dans la maison silencieuse de Madame Éléonore de Beaumont. Les rumeurs sur l'île Bourbon ne voyageaient pas comme le vent. Elles rampaient, lentes et visqueuses comme le mofo, cette moisissure tropicale qui envahissait tout pendant la saison des pluies. D'abord, ce furent les serviteurs de l'habitation Beaumont qui chuchotèrent entre eux, puis les esclaves des plantations voisines, ensuite les femmes au marché de Saint-Paul, penchées sur les paniers de mangues et de vanille, baissant la voix quand Éléonore passait. La veuve appelle l'esclave toutes les nuits. On dit qu'elle le fait entrer dans la maison, seule, à la lumière des bougies. C'est un péché mortel. Le bourg de Saint-Paul était petit, et les péchés n'y restaient jamais secrets longtemps. Surtout quand ils impliquaient une femme béquée, une veuve de bonne famille et un esclave noir. Le scandale était trop savoureux, trop choquant pour rester confiné aux cuisines et aux champs. Un matin, les bottes du père Ignace résonnèrent sur la véranda de l'habitation Beaumont. Elles étaient poussiéreuses du chemin depuis l'église, lourdes du poids de la morale. Le prêtre était un homme grand, maigre, le visage buriné par le soleil et la rigueur. Sa soutane noire semblait absorber toute lumière. Sa croix d'argent brillait sur sa poitrine comme une épée. Éléonore le reçut dans le salon principal. Elle portait sa robe noire habituelle, les cheveux tirés en chignon serré. Elle avait l'air calme, mais ses mains, croisées sur ses genoux, tremblaient légèrement. « Madame de Beaumont » commença le père Ignace sans préambule. Sa voix était grave, autoritaire, habituée à être obéie. « Le bourg parle. Le bourg parle toujours, mon père. Pas comme cela. » Il s'avança, son ombre tombant sur elle comme un jugement. « On parle de vous et de votre esclave. On parle de nuit, de portes fermées, de choses qui ne devraient même pas être nommées. » Éléonore sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle soutint son regard. « Et quel acte ai-je commis, père? Ai-je volé? Ai-je menti? Ai-je tué? Vous avez franchi une ligne que Dieu lui-même a tracée. » La voix du prêtre claqua comme un fouet. « Vous confondez votre position avec un droit qui n'existe pas. Cet homme n'est pas votre égal. Il n'est pas même un homme aux yeux de la loi. Il est votre propriété, madame. Et vous le traitez comme... Comme quoi, père ?» Éléonore se leva, et pour la première fois depuis des années, elle sentit une force nouvelle couler dans ses veines. Ce n'était plus de la honte, c'était de la colère. Comme un être humain, comme quelqu'un qui a une âme. N'est-ce pas ce que vous prêchez tous les dimanches? Le père Ignace frappa le sol de sa canne. « Ne confondez pas compassion et tentation, ma fille. Vous vous égarez, vous vous perdez. Et vous perdez votre honneur, le nom de votre défunt mari et votre place dans la maison de Dieu. » « Mon honneur ?» Éléonore rit, un rire étrange, presque libérateur. « J'ai vécu 3 ans dans cette maison comme un fantôme, père. 3 ans sans vie, sans joie, sans rien. Et vous venez me parler d'honneur ? Cet homme, sa voix se brisa légèrement. Cet homme m'a fait sentir vivante. Pour la première fois depuis des années, j'existe. » Le prêtre recula, choqué. « Vous osez? Devant la croix du Christ, vous osez? »« Oui, j'ose. » Éléonore se tint droite, les yeux brillants. « Et si c'est un péché, alors je le porte. Mais ne me parlez pas de Dieu, père, quand vous bénissez des chaînes et appelez cela de l'ordre. » Le silence qui suivit fut glacial. Le père Ignace la regarda longuement, puis secoua la tête. « Vous êtes perdue, » dit-il d'une voix basse, presque triste. « Les portes de l'église sont fermées pour vous, Madame de Beaumont. Jusqu'à ce que vous vous repentiez,
Il sortit, sa soutane claquant derrière lui comme une sentence. Éléonore resta seule dans le salon, tremblante, mais debout. Pour la première fois, elle avait choisi. Elle avait choisi sa vérité contre le monde. Mais dehors, dans l'ombre des champs de Cannes, un autre homme avait entendu. Le commandeur, le contremaître brutal qui régnait sur les esclaves avec son fouet et sa haine, souriait. Si l'Église fermait ses portes à la maîtresse, alors lui, il ouvrirait les siennes, et elle mènerait droit à l'enfer. Le soleil de midi sur l'île Bourbon était une chose cruelle. Il ne se contentait pas de chauffer, il écrasait, il brûlait, il asséchait les gorges et faisait danser des mirages au-dessus des champs de Cannes. Les esclaves travaillaient courbés, la sueur coulant en rivières salées sur leur dos nu, les mains coupées par les feuilles tranchantes des cannes à sucre. Mathieu était parmi eux. Il ne parlait jamais beaucoup. Il se contentait de travailler, la tête baissée, les gestes précis. Mais depuis quelques jours, il sentait les regards sur lui, des regards lourds, chargés de ressentiment et de jalousie. Il savait ce qu'on disait. Il savait que son nom était murmuré avec celui de la maîtresse. Et il savait que cela ne pouvait que mal finir. Le commandeur s'appelait Jules Ferrand. C'était un homme trapu, au visage rouge brûlé par le rhum et le soleil, aux mains épaisses habituées à tenir le fouet. Il haïssait les esclaves par principe, mais surtout, il haïssait ceux qui semblaient oublier leur place. Et Mathieu, ces derniers jours, avait oublié la sienne. « Toi !» La voix du commandeur claqua comme un coup de feu dans l'air lourd. « Le malgache, viens ici !» Mathieu leva les yeux. Les autres esclaves s'écartèrent instinctivement, créant un cercle. Personne ne voulait être associé à ce qui allait suivre. Mathieu posa sa machette et s'avança lentement, le visage impassible. « Oui, monsieur. » Le commandeur le regarda de haut en bas, un sourire mauvais sur les lèvres. « On m'a dit que tu te prenais pour un homme libre maintenant, que tu entres dans la maison comme un invité, que tu oublies ce que tu es. Je n'oublie rien, monsieur. Non ?» Le commandeur cracha par terre. « Alors, rappelle-toi. » Le coup partit sans avertissement. Le poing épais du commandeur frappa Mathieu à la mâchoire, le projetant au sol. La boue rouge éclaboussa autour de lui. Des rires éclatèrent parmi les contremaîtres blancs qui assistaient à la scène. Mathieu ne bougea pas. Il resta à genoux, le sang coulant de sa lèvre fendue, mêlé à la terre. « Debout !» ordonna le commandeur. Mathieu se releva lentement. Ses yeux pourtant ne montraient ni peur ni colère, juste une dignité silencieuse qui enrageait encore plus le commandeur. « Tu crois que tu vaux quelque chose ?» cracha Ferrand. « Tu crois que parce que la veuve te regarde, tu es devenu un homme? Tu n'es rien. Tu seras toujours rien. » Un autre coup. Cette fois dans les côtes. Mathieu se plia en deux, suffocant, mais ne tomba pas. Autour d'eux, les esclaves regardaient, impuissants, les yeux baissés. Ils connaissaient cette douleur. Ils l'avaient tous vécue. À genoux. Mathieu hésita. C'était la ligne. S'agenouiller maintenant, ce serait accepter. Ce serait redevenir ce qu'il voulait qu'il soit, une chose sans nom, sans âme, sans dignité. Mais résister signifiait plus de coups, peut-être la mort. Il choisit la mort. Non, dit-il d'une voix basse, mais claire. Le commandeur resta figé, incrédule. Puis son visage devint pourpre de rage. Il leva son fouet. Le cuir siffla dans l'air. Une fois, deux fois, trois fois. Le dos de Mathieu s'ouvrit en ligne rouge. Le sang coula, chaud et épais. Mais Mathieu ne cria pas. Il ne tomba pas. Il resta debout, les poings serrés, les yeux fixés sur l'horizon. Puis, soudain, une voix fendit l'air. « Arrêtez !» Éléonore courait vers eux, pieds nus, sa robe noire soulevant des nuages de poussière rouge. Ses cheveux s'étaient défaits de leurs chignons, tombant sur ses épaules. Elle était hors d'haleine, le visage livide. Elle avait vu la scène depuis la fenêtre de sa chambre. Le commandeur se retourna, surpris. « Madame, ce n'est pas... »« Silence !» cria-t-elle. Sa voix tremblait, mais c'était de rage, pas de peur. « Qui vous a donné l'ordre ? C'est mon travail, madame. Cet esclave devait être discipliné. Pour quel crime ?
Elle s'avança, plantant ses yeux dans ceux du contremaître. « Quel crime a-t-il commis? Parle !» Le commandeur hésita. « Il se croit au-dessus de sa condition. Et c'est à toi de juger ?» Éléonore se tourna vers Mathieu. Le sang coulait de son dos, formant des rigoles sombres dans la boue. Son visage était tuméfié, mais ses yeux brûlaient d'une vie indomptable. « Si tu le défends, dit le commandeur d'une voix basse et menaçante, ils te feront du mal, madame. Le bourg n'acceptera pas. » Éléonore ne détourna pas le regard de Mathieu. « Je ne me soucie plus du bourg. » Mathieu secoua la tête faiblement. « Vous ne devez pas, madame. Cela vous détruira. »« Non, répondit-elle, et pour la première fois, sa voix était ferme, sans tremblement, sans doute. « Je ne suis plus une dame. Je suis une femme. » Elle tendit la main. Mathieu la regarda incrédule, puis, lentement, il prit sa main, devant tous, devant les esclaves, devant le commandeur, devant le ciel implacable. La nuit était tombée sur l'habitation Beaumont. Ce n'était pas une nuit ordinaire. La lune était pleine, énorme, suspendue au-dessus du piton de la fournaise comme un œil d'argent qui voyait tout. Sa lumière baignait les champs de canne, transformant le verre sombre en argent liquide. L'air était immobile, lourd, chargé d'une tension électrique qui faisait vibrer les nerfs. Éléonore ne dormait pas. Elle n'avait pas dormi depuis 3 nuits. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène. Le fouet s'abattant sur le dos de Mathieu, le sang coulant dans la boue et son propre cri déchirant l'air. Elle avait pris sa main devant tout le monde. Elle avait franchi la dernière frontière. Il n'y avait plus de retour possible. Elle se leva, enroula un châle autour de ses épaules et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, dans la lumière fantomatique de la lune, elle vit une silhouette bouger près des écuries. Mathieu. Il travaillait malgré l'heure tardive, réparant une clôture brisée. Il avait retiré sa chemise à cause de la chaleur. La lumière lunaire jouait sur sa peau, sculptant les muscles de son dos, révélant les cicatrices anciennes et les nouvelles plaies du fouet. Puis elle le vit. Un détail qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, parce qu'elle n'avait jamais été assez près, jamais dans cette lumière précise. Sur son épaule droite, juste à la jonction avec le cou, brillait une marque étrange. Une cicatrice, en forme de croissant de lune. Le sang d'Éléonore se glaça, son cœur s'arrêta, puis il se remit à battre, trop fort, trop vite, martelant ses tempes. Non, ce n'était pas possible. Mais elle connaissait cette marque. Elle l'avait vue, il y a longtemps. Dans une autre vie. Sans réfléchir, presque en transe, Éléonore descendit les escaliers. Elle traversa la maison silencieuse, ses pieds nus glissant sur le parquet froid. Elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit. La terre était fraîche sous ses pieds. L'herbe mouillée de rosée collait à sa robe. « Mathieu !» appela-t-elle d'une voix tremblante. Il se retourna surpris. Ses yeux s'agrandirent en la voyant debout dans la lumière de la lune, le châle glissant de ses épaules, les cheveux défaits, flottant dans la brise nocturne. « Madame, il est tard. Vous ne devriez pas... »« Entre » coupa-t-elle. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, mais d'une voix brisée. « S'il te plaît, entre. » Il hésita, puis obéit. Ils traversèrent la maison en silence, lui suivant, elle marchant comme une somnambule. Elle le mena dans le salon des portraits, une pièce rarement utilisée, où les ancêtres de la famille Beaumont regardaient depuis leur cadre doré avec des yeux morts. Éléonore alluma une bougie. La flamme vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le chandelier. Elle alla vers un coin sombre de la pièce, là où s'empilaient des toiles recouvertes de draps poussiéreux, des tableaux oubliés, des fantômes du passé. Elle en sortit un. Le cadre était ancien, le bois mangé par les termites. La toile sentait la poussière et le temps. Elle la plaça sur une table et l'essuya avec son châle. Puis elle fit signe à Mathieu d'approcher. « Regarde » murmura-t-elle. C'était le portrait d'un homme jeune, élégant, au visage fier et aux yeux clairs.
Il portait un habit de soie rouge, une cravate blanche impeccable, et à son cou pendait un médaillon en or, un croissant de lune gravé avec une étoile en son centre. « Connais-tu cet homme » demanda Éléonore, la voix à peine audible. Mathieu s'approcha. Il regarda le portrait longuement, puis ses yeux se fixèrent sur le médaillon. Quelque chose passa sur son visage. Une reconnaissance, un choc, une douleur ancienne. « Le médaillon » murmura-t-il. « Ma mère en avait un identique. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence divine. Éléonore ferma les yeux. « Ta mère, comment s'appelait-elle » ? « Rose. » La voix de Mathieu était rauque. Elle s'appelait Rose. Elle travaillait dans une grande maison à Saint-Denis. Elle est morte quand j'avais 8 ans. Elle n'a jamais voulu me dire qui était mon père. Elle disait seulement qu'il était un homme bon, mais qu'il n'avait pas pu nous garder. « Cet homme, » dit Éléonore, posant son doigt tremblant sur le portrait, « s'appelait Raphaël de la Croix. C'était le frère de mon défunt mari. Il est mort il y a 20 ans, à Saint-Denis, d'une fièvre tropicale. On racontait... » Elle s'arrêta, la gorge serrée. On racontait qu'il avait eu un fils illégitime avec une femme noire, une esclave de sa maison. Mais personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Le silence qui suivit fut absolu. Même les grillons dehors semblaient avoir cessé de chanter. Mathieu regardait le portrait comme s'il voyait un fantôme. Puis, lentement, il leva la main et toucha son épaule droite, là où se trouvait la cicatrice en croissant de lune. « C'est elle qui me l'a faite, » dit-il d'une voix brisée. « Quand j'étais bébé, elle disait que c'était pour que je sache toujours d'où je venais, pour que je me souvienne que j'avais du sang noble, même si le monde refusait de le voir. » Éléonore tomba à genoux. Ses jambes ne la soutenaient plus. Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « mon Dieu !» Mathieu s'agenouilla devant elle, les yeux remplis d'une compréhension terrible. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle leva les yeux vers lui. « Cela signifie que tu n'es pas qui tu crois être. Cela signifie que tu es Mathieu de la Croix, fils de Raphaël de la Croix. Tu es le neveu de mon défunt mari. Tu es... » Sa voix se brisa. « Tu es de sang béquet. Tu es un homme libre, Mathieu. Tu l'as toujours été. » Le monde s'effondra. Tout ce que Mathieu avait cru savoir sur lui-même, tout ce qu'on lui avait dit, que c'était une chose, une propriété, rien, venait de se briser en un instant. Et tout ce qu'Éléonore avait ressenti, la culpabilité, la honte, le péché, se transforma en quelque chose d'autre. Ce n'était plus un amour interdit, c'était de la justice, c'était la reconnaissance d'une vérité que le monde avait tenté d'enterrer. Mathieu tomba en avant, le front contre le sol, les épaules secouées de sanglots silencieux. Éléonore posa ses mains sur sa tête, comme une bénédiction ou une prière. Dans cette salle sombre, éclairée par une seule bougie, 2 âmes brisées venaient de trouver la vérité qui allait tout changer. L'aube se leva sur l'habitation Beaumont, mais ce n'était plus la même maison. Quelque chose d'invisible mais puissant avait changé dans l'air, dans les murs, dans le cœur de la femme qui y vivait. Éléonore se tenait devant la fenêtre de la salle à manger, regardant le soleil naître au-dessus des champs de canne. Elle n'avait pas dormi. Elle n'en avait pas besoin. La fatigue avait disparu, remplacée par une clarté froide, une détermination de fer. Sur la table derrière elle reposait un document, un papier jauni, taché d'encre et de temps. L'acte de propriété de Mathieu. Le document qui disait qu'il était une chose, un bien, une marchandise achetée pour 300 livres au marché de Saint-Paul. Le document qui mentait. Elle se retourna, prit le papier et l'approcha de la bougie qui brûlait encore depuis la nuit. Elle le tint au-dessus de la flamme, regardant le feu lécher les bords, noircir l'encre, transformer les mots en fumée. Les lettres qui formaient esclaves se recroquevillèrent et disparurent. Les signatures des juges et des notaires s'évaporèrent. En quelques secondes, il ne resta que des cendres grises qui tombèrent sur la table comme de la neige morte. « À partir de maintenant, » murmura-t-elle pour elle-même,
Aucun homme ne sera propriétaire d'un autre sous ce toit. Elle sentit une présence derrière elle. Mathieu était debout dans l'embrasure de la porte. Il portait encore les vêtements d'esclave, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il ne baissait plus les yeux. Il la regardait en face, comme un égal. « C'est fait » dit-elle simplement. Il hocha la tête, la gorge serrée, puis ils entendirent le bruit, des sabots de chevaux sur la terre, des voix d'hommes. Éléonore se raidit. Elle savait qui venait. 3 hommes descendirent de leur monture devant la maison. Le juge Armand Pelletier, un homme corpulent au visage rouge, vêtu de noir comme un corbeau. Le père Ignace, sa soutane claquant dans le vent matinal. Et le commandeur Jules Ferrand, un sourire mauvais aux lèvres. Éléonore sortit sur la véranda, la tête haute. « Messieurs !» Le juge s'avança tenant un rouleau de papier. « Madame de Beaumont, nous venons en mission officielle. Il nous a été rapporté que l'esclave Mathieu, propriété de cette habitation, a commis des actes de rébellion et de vol. Nous sommes ici pour l'arrêter et le transférer à la prison de Saint-Paul en attente de jugement. »« Quel vol ?» demanda Éléonore d'une voix glaciale. Le commandeur cracha par terre. « Il a volé du temps, madame. Du temps qui vous appartenait. Il a volé votre honneur. Il a volé la dignité de cette maison. C'est une accusation mensongère, répondit Éléonore. Le juge soupira, comme s'il parlait à un enfant têtu. Madame, vous êtes une femme respectable. Nous comprenons que vous avez été influencée. Mais la loi est claire. Cet homme est votre propriété. Et maintenant, il est sous l'autorité de la justice. Présentez-nous l'acte de propriété et nous réglerons cette affaire. Éléonore les regarda tous les 3, puis elle sourit. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était un sourire de défi pur, de liberté absolue. L'acte de propriété n'existe plus. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. « Pardon ?» dit le juge, incrédule. « Je l'ai brûlé. » Éléonore pointa vers l'intérieur de la maison, où les cendres reposaient encore sur la table. Il n'y a plus de documents. Il n'y a plus d'esclaves. Mathieu est libre. Le père Ignace leva sa croix comme un bouclier. « Vous avez perdu la raison, vous vous damnez. »« Non, mon père, » répondit Éléonore calmement. « Je me sauve. » Le juge devint pourpre de rage. « Vous ne pouvez pas faire cela. C'est illégal. Cet homme reste un esclave selon la loi, document ou pas. Selon quelle loi ?» La voix de Mathieu s'éleva derrière Éléonore. Il s'avança, se tenant à ses côtés. « La loi qui dit qu'un homme peut être vendu comme du bétail ? La loi qui nie mon sang, mon nom, mon humanité ? Tais-toi, esclave !» hurla le commandeur. « Je ne suis pas un esclave, » dit Mathieu, et sa voix était calme, mais remplie d'une force nouvelle. « Je suis Mathieu de la Croix, fils de Raphaël de la Croix et de Rose. J'ai du sang béqué dans mes veines. Votre propre loi dit qu'un homme de sang européen ne peut être esclave. » Le juge éclata de rire, un rire cruel et moqueur. « Tu mens, tu inventes des histoires. » « Non, » Éléonore s'avança, « c'est la vérité, et j'en suis témoin. Mathieu porte la marque de naissance de la famille Lacroix, le croissant de lune. La même que son père. J'ai le portrait. J'ai la preuve. » Le rire du juge s'éteignit. Le père Ignace recula, secoué. Même le commandeur perdit son sourire. « Vous mentez pour le protéger, » bafouilla le juge. « Je ne mens pas. » Éléonore prit la main de Mathieu, devant eux tous. « Et même si je mentais, cela n'aurait plus d'importance, parce que j'ai détruit le document, parce que je choisis la justice au-dessus de votre loi, et parce que je choisis cet homme au-dessus de votre monde. » Le père Ignace leva sa croix plus haut. « Alors vous êtes excommuniés, vous êtes bannis de la maison de Dieu. »« Bien, » dit Éléonore, « si Dieu habite dans une maison qui bénit les chênes, alors je préfère l'enfer. » Les 3 hommes restèrent figés, impuissants devant une force qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'était plus une femme brisée qu'ils avaient devant eux, c'était une tempête humaine. Finalement, le juge remonta sur son cheval. « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous, madame. Le bourg saura, l'île entière saura, et vous paierez pour votre folie. » Ils partirent, soulevant des nuages de poussière rouge.
Éléonore et Mathieu restèrent debout sur la véranda, main dans la main, regardant l'horizon. Le soleil montait, le volcan se dressait, immuable. Et pour la première fois, aucun des deux n'avait peur de ce qui allait suivre. Le silence qui suivit le départ des trois hommes n'était pas un silence de paix. C'était le silence avant l'orage. Éléonore le sentait dans l'air, dans le vent qui se levait, dans la façon dont les oiseaux s'étaient tus dans les arbres. Elle rentra dans la maison, Mathieu derrière elle. Ils ne parlaient pas. Il n'y avait rien à dire. Ils avaient franchi le point de non-retour. Les heures passèrent lentement. Éléonore essaya de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux sans former de sens. Elle essaya de coudre, mais ses mains tremblaient trop. Finalement, elle abandonna et se tint simplement près de la fenêtre, regardant le ciel changer de couleur. Le bleu pâle du matin devint blanc, puis gris, puis noir. Vers midi, Mathieu disparut. Éléonore le chercha partout dans la maison. Il n'était pas dans la cuisine, ni dans l'écurie, ni dans les champs. La panique monta en elle, froide et terrible. Il l'avait pris. Le commandeur était revenu et l'avait emmené. Elle allait courir vers le bourg, hurler, exiger qu'on le lui rende, quand elle s'arrêta. Et si Mathieu était parti de son plein gré? La pensée la frappa comme un coup de fouet. Il était libre maintenant, vraiment libre. Rien ne l'obligeait à rester avec elle. Peut-être avait-il réalisé que sa liberté signifiait aussi la liberté de partir, de commencer une nouvelle vie, loin de cette habitation maudite, loin d'elle. Elle tomba assise sur le perron, les jambes soudain trop faibles pour la porter. Les larmes vinrent, chaudes et amères. Elle les laissa couler sans les essuyer. Elle avait tout fait pour lui. Elle avait brûlé sa vie ancienne, son statut, son honneur. Et peut-être, dans sa naïveté, elle avait cru que cela suffirait, que l'amour suffirait. Mais la liberté n'appartenait pas à l'amour. La liberté appartenait à celui qui la gagnait. L'après-midi s'étira comme une torture. Le ciel continuait de s'assombrir. Le vent se levait, faisant claquer les volets, sifflant entre les planches de la maison. Une nouvelle tempête arrivait. Éléonore se souvint de la première, celle qui avait tout commencé. Le tonnerre au loin semblait se moquer d'elle. Puis au moment où le soleil commençait à descendre derrière les montagnes, elle le vit. Une silhouette marchait sur le chemin poussiéreux qui menait à l'habitation. Seul, déterminé. C'était Mathieu. Il revenait. Éléonore se leva d'un bond, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle descendit les marches du perron, pieds nus sur la terre chaude. La pluie commençait à tomber. D'abord quelques gouttes, puis plus fort, transformant rapidement la poussière en boue. Mathieu s'approcha. Ses vêtements étaient trempés, collant à son corps. Ses cheveux ruisselaient d'eau, mais ses yeux brillaient d'une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu es revenu, dit-elle, la voix brisée. « Oui. Pourquoi ?» Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. « Tu es libre maintenant. Tu aurais pu partir. Tu aurais dû partir. » Il s'arrêta devant elle. La pluie tombait autour d'eux comme un rideau, les isolant du reste du monde. « J'ai marché jusqu'au port de Saint-Paul, dit-il. J'ai regardé les bateaux. J'ai pensé monter à bord de l'un d'eux, partir pour Madagascar, retrouver ce qui reste de ma famille. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce qu'au moment de monter, j'ai réalisé quelque chose. » Il fit un pas vers elle. J'ai réalisé que la liberté sans toi n'était pas la liberté. C'était juste une autre forme de prison. Éléonore secoua la tête, les sanglots la secouant. Tu ne peux pas dire cela. Tu ne peux pas rester à cause de moi. Pas après tout ce que tu as enduré. Je ne reste pas à cause de toi, dit-il doucement. Je reste avec toi. Il y a une différence. Il tendit la main. Elle la regarda. Cette main qui avait tenu la machette, qui avait été enchaînée, qui avait été frappée, cette main qui était maintenant libre et qui choisissait de se tendre vers elle. Elle prit sa main. Et dans ce geste, sous la pluie battante, avec le tonnerre grondant au-dessus de leur tête, ils scellèrent quelque chose de plus fort qu'un contrat, plus fort qu'une loi, plus fort même qu'un serment. Ils scellèrent une alliance de deux âmes qui avaient choisi de rester ensemble malgré le monde entier,
La tempête faisait rage maintenant, le vent hurlant comme une bête sauvage, la pluie transformant les champs en rivières. Ils rentrèrent dans la maison, trempés jusqu'aux os. Éléonore alluma le feu dans la cheminée. Les flammes montèrent, projetant une lumière dorée et chaude dans la pièce. Ils s'assirent côte à côte, si proches que leurs épaules se touchaient. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle. Mathieu regarda le feu, puis la regarda. « Nous allons vivre. Le bourg ne nous laissera pas en paix. Je sais, ils viendront. Le père Ignace, le juge, le commandeur. Ils viendront avec leurs lois et leurs croix et leur haine. Qu'ils viennent. » La voix de Mathieu était calme, mais remplie d'une force tranquille. « Nous ne sommes plus seuls, nous sommes ensemble. Et ensemble, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête. » Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant le monde, noyant les secrets, effaçant les lignes que les hommes avaient tracées entre eux. Dedans, dans la chaleur du feu, deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui n'auraient jamais dû s'aimer, qui n'auraient jamais dû être ensemble, se tenaient la main et regardaient l'avenir sans peur. Mais l'avenir, comme ils allaient bientôt le découvrir, n'attendait pas. Il arrivait déjà, porté par des torches et des cris, par la colère et la peur d'un monde qui refusait de changer. L'aube n'apporta pas le chant des oiseaux. Elle apporta le son des pas. Beaucoup de pas. Un grondement sourd qui montait de la route, se rapprochant comme une marée humaine. Éléonore se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle courut à la fenêtre et regarda dehors. Il venait, une foule, des dizaines d'hommes et de femmes du bourg de Saint-Paul, brandissant des bâtons, des torches encore fumantes de la nuit, des pierres ramassées sur le chemin. À leur tête marchaient trois silhouettes familières, le père Ignace en soutane noire, sa croix levée comme une bannière de guerre, le commandeur Jules Ferrand, un sourire cruel aux lèvres, et le juge Pelletier, la face rouge de colère et de zèle. « Sorcière !» cria une voix dans la foule. « Pécheresse !» hurla une autre. « Elle doit payer !» Mathieu apparut à côté d'Éléonore. Il regarda la foule, puis elle. « Reste à l'intérieur, je vais leur parler. » Non. La voix d'Éléonore était ferme. « Non. Cette fois, nous ne nous cachons pas. Ils vont te tuer. » « Peut-être. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. » Elle marcha vers sa chambre. Mathieu la suivit, inquiet. Éléonore ouvrit son armoire et en sortit sa vieille robe noire de veuve, celle qu'elle portait depuis 3 ans comme un linceul. Elle la tint devant elle, puis sourit étrangement. Ce n'était plus un symbole de deuil, c'était un symbole de défi. Elle l'enfila lentement, boutonnant chaque bouton avec soin, comme un soldat enfilant son armure. Quand elle redescendit, Mathieu vit une femme différente. Ce n'était plus la veuve brisée qu'il avait rencontrée sous la tempête. Ce n'était plus la maîtresse hésitante qui avait tremblé devant le père Ignace. C'était une guerrière, une femme prête à brûler pour sa vérité. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Non, avoua Mathieu, mais je suis avec toi. » Elle ouvrit la porte principale. Le bruit de la foule explosa, un rugissement de haine et de peur mêlés. Éléonore descendit les marches du perron, pieds nus sur la terre. La foule se tut progressivement, choquée de voir la femme qu'ils étaient venus juger marcher vers eux sans peur, sans armes, juste avec la dignité brûlante de quelqu'un qui ne se soumet plus. Le père Ignace s'avança, brandissant sa croix. « Madame de Beaumont, vous avez défié Dieu, vous avez brisé les lois sacrées de l'Église et de l'État, vous avez souillé votre nom et celui de votre défunt mari. »« J'ai aimé, » répondit Éléonore simplement. « J'ai aimé un homme que vous refusiez de voir comme tel. Cet homme est un esclave, » rugit le juge. « Un bien, une chose. Cet homme, » dit Mathieu en sortant de la maison, « est de sang béquet. Je suis fils de Raphaël de la Croix. Votre propre loi me reconnaît comme homme libre. »« Mensonge !» cracha le commandeur. Il leva son bâton. « Tu es un menteur et un voleur. » Une pierre vola dans l'air, puis une autre. La foule commençait à perdre le contrôle. Mathieu voulut se mettre devant Éléonore, mais elle le repoussa doucement. Elle avança encore, marchant vers la foule comme on marche vers un feu purificateur. «
Arrêtez » cria-t-elle. Sa voix résonna dans l'air du matin, claire et forte. La foule hésita. Il y avait quelque chose dans cette femme, quelque chose qui imposait le respect malgré tout. « Vous venez me juger, dit-elle, vous venez avec vos torches et vos pierres. Vous dites que je suis une sorcière, une pécheresse. Mais regardez-vous, vous qui bénissez les chênes et appelez cela de la sainteté, vous qui vendez des hommes et des femmes et appelez cela du commerce, vous qui prêchez l'amour le dimanche et pratiquez la haine tous les autres jours. Tais-toi, hurla le père Ignace. Repens-toi ou brûle, je ne me repentirai jamais. Éléonore se tenait droite, les yeux brillants de larmes et de feu. Parce que je n'ai pas péché, j'ai aimé. Et si votre Dieu condamne l'amour, alors je préfère l'enfer. Le père Ignace leva sa croix plus haut. Alors tu es damné, vous êtes tous les deux damnés. La foule rugit. Des hommes avancèrent, les bâtons levés. Matthieu bondit, se plaçant devant Éléonore. Si vous la touchez, vous devrez d'abord me tuer. Avec plaisir, gronda le commandeur. Mais Éléonore fit quelque chose que personne n'attendait. Elle prit la main de Matthieu, devant tous, en pleine lumière du jour, devant la foule, devant le prêtre, devant Dieu lui-même. Elle entrelaça ses doigts avec les siens et se tourna vers la foule. « Regardez bien, dit-elle, la voix tremblante mais forte. Regardez ce que vous haïssez tant. 2 personnes qui s'aiment. 2 personnes qui refusent vos chaînes. Regardez et demandez-vous où est le péché, dans l'amour ou dans la haine. Le geste était si choquant, si scandaleux, si absolu qu'il figea la foule. Personne n'avait jamais vu une femme béquée tenir la main d'un homme noir comme son égal. C'était une violation de toutes les règles, écrites et non écrites. C'était une révolution silencieuse dans un seul geste. Le silence s'étira, lourd, suffocant. Puis, lentement, une